c'est ce qui n'a jamais très bien tourné en réalité, le logiciel de départ, c'est-à-dire la volonté compréhensible d'une certaine façon après les horreurs de on pourrait dire la Grande Guerre 14-40, parce qu'il y a eu une hystérie qui a saisi l'Europe affreuse, enfin un moment affreux qui a saisi l'Europe dans la première moitié du XXe siècle. Et il est tout à fait compréhensible que les peuples se soient dit supprimons les États pour supprimer la guerre. Sauf que, comme dit le général de Gaulle, les États sont des pierres et il est impossible de les fondre et de les mélanger comme on mélange une purée de marron. C'était un rêve qui était né sans doute de l'angoisse, de l'horreur, de la stupeur de ce qui était arrivé à ce continent. Mais je pense que maintenant, il faut être raisonnable. D'ailleurs, les peuples sont raisonnables, car ils se défient assez universellement maintenant, à peu près tous. On voit partout surgir des partis eurosceptiques, en Italie récemment, en Grande-Bretagne, le parti eurosceptique devient le deuxième. Donc une erreur originelle. Et c'est pareil en France. D'après vous, le nom français était assez bien vu. Les peuples ont compris avant les élites que le logiciel de départ était mauvais. Voilà. On va en reparler. Guillaume Clossat, à l'origine, donc à l'époque des Schuman, des Monnet, cette Europe en construction, c'était celle de la paix, de l'espoir de paix, d'espoir de prospérité. Alors bon, la paix c'est gagné, la prospérité, elle est perdue en tout cas pour l'instant. Où est le souffle, l'élan, le rêve de cette Europe aujourd'hui? Je crois qu'il y avait une première étape qui était de réunifier, de faire la paix sur le continent, de créer la croissance. Et pendant 50 ans, ça a très bien marché. Et l'Europe était, avec les États-Unis, dominant. Nous dirigeons le monde. Et puis on rentre dans une deuxième ère, qui est une ère un peu plus compliquée, où les Européens ne dirigent plus le monde et où on n'a pas adapté l'Europe à cette nouvelle donne mondiale. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que la construction européenne s'est faite au lendemain de la guerre sur des ruines. On a reconstruit, mais il était facile de construire et de chercher de la croissance. On était en phénomène de rattrapage et on avait le baby-boom. Et puis, on sait depuis 10 ans, mais juste le Conseil européen de Lisbonne, il n'y avait pas de problème monétaire, il n'y avait pas de... On annonçait une crise économique pour la décennie 2010-2020 parce que le potentiel de croissance de l'Europe était entre 0 et 1%. Et ça, il y a 10 ans, on le savait. Et c'était pas un problème d'euro, c'était un problème de réalité économique. Souvenez-vous du projet de Lisbonne qui consistait en 2000 à faire en 10 ans de l'Europe le pavillon de la croissance mondiale. Donc on s'est foutu le doigt dans l'œil depuis le début. Mais en 2000, on a dit il faut que, puisque on ne veut pas d'Europe fédérale et on veut que les nations continuent à exister, et les États, je suis désolé, existent et les nations existent plutôt bien. Certes. Très bien. Vous ne pouvez pas dire que l'Europe les a supprimés. Les États qui ont mis en œuvre les réformes de Lisbonne, à savoir les pays scandinaves, l'Allemagne, à partir de 2000, 2002, 2003, 2004, aujourd'hui vont bien. Ce sont les États qui sont parmi les plus innovants au monde. Ils ont augmenté le potentiel de croissance. Le risque pour l'Allemagne en 2000, c'était simple, c'est d'avoir un potentiel de croissance négatif. C'est-à-dire être en récession permanente à partir de la décennie 2010. Elle a augmenté de 1 à 2% sa capacité à faire de la croissance. Les pays scandinaves, pareil. Nous, on n'a pas voulu faire les réformes. Je voudrais juste vous rappeler que le Premier ministre, la parole à Aurélie Trouvé. Le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, signe. On peut ne pas être d'accord ou ne pas être d'accord, mais on savait que avec le papier boom, c'est-à-dire l'arrivée massive de la génération du baby boom à la retraite, il y a un problème qui est de payer les retraites. Lionel Jospin, Premier ministre, à Lisbonne, s'engage à repousser à 67 ans et demi l'âge de la retraite. Moi, je ne suis pas forcément pour, mais en tout cas, il avait en tête que si on voulait être compétitif, il fallait faire des vraies réformes de structure. C'est ce que souhaite aujourd'hui Angela Merkel, par exemple. Pas faites. L'Italie ne les a pas faites. Non, mais la Grèce ne les a pas faites. C'est l'Europe le dans Portugal son ne les a ensemble, pas Guillaume faites. Clossat, C'est pas vrai. Bon, messieurs, on va laisser parler Aurélie Trouvé, s'il vous plaît. La plus faible du monde. C'est pas vrai. C'est l'ensemble de l'Union européenne. Si je peux prendre la parole aussi, s'il vous plaît, me permettez. Non, ça, pour revenir, bon, d'abord, je pense qu'il n'y a pas forcément le retour à une Europe des États-nations ou le retour aux États-nations où on continue l'Europe actuelle. Et je pense que d'ailleurs, continuer l'Europe actuelle, c'est aller droit dans le mur. Et il y a aujourd'hui, heureusement, des mouvements sociaux et des forces politiques et syndicales qui de plus en plus croient à une autre Europe, c'est-à-dire à une véritable bifurcation. Comme attaque que vous représentez. Comme attaque que je représente, mais aussi... Excusez-moi, mais les syndicats officiels, ils sont tombés dans le panneau. Ils ont oui, joué mais le je jeu pense que, de la ça supranationalité bouge européenne, pas. honteusement. Ça bouge. La preuve, c'est qu'il va y avoir en juin un alter sommet européen, un contre-sommet, si vous voulez, par rapport au sommet des chefs
d'État européen qui justement va mettre en avant cette idée d'une autre Europe refondée sur des bases sociales, écologiques et démocratiques, où il puisse y avoir par exemple une harmonisation sociale et fiscale vers le haut, une réelle régulation de la finance et bancaire, ce qui n'est pas du tout la trajectoire actuelle. Et je voudrais vous parler justement de l'Allemagne, puisque vous dites tout le monde devrait faire comme l'Allemagne. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas faire comme l'Allemagne. Ce n'est pas un modèle reproductible partout en Europe, puisque ça voudrait dire que tout le monde exporte à fond vers les autres pays européens. L'Allemagne ne peut le faire, ne peut exporter comme ça, que parce qu'il y a des pays comme la Grèce, le Portugal, etc., qui importent ce qu'ils exportent. Donc ce n'est pas un modèle reproductible. Il faut un autre modèle fondé sur le partage des richesses, fondé sur cette harmonisation sociale et fiscale vers le haut, et surtout vers un système qui fasse payer la finance, qui fasse payer les plus riches. Et ça, c'est possible, je pense, encore à un niveau européen. Mais quel est le levier? Si vous n'avez pas les États, quel levier avez-vous pour je imposer pense quoi que que le ce soit aux levier, finances? moi je ne crois pas à une véritable alternative politique sans mouvement social, intellectuel, citoyen, militant d'ampleur. Et il y a des mouvements sociaux qui aujourd'hui s'organisent à l'échelle européenne, même si je suis d'accord, ce qui importe aussi, c'est des résistances aujourd'hui au niveau national. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a encore cet espoir d'une autre Europe, mais qu'il faut faire ça vite, parce qu'effectivement, l'Europe est en train de se détruire de l'intérieur en poursuivant de manière, je dirais presque abrutie, cette logique néolibérale qui l'amène à sa perte. Et une Europe qui est coupée en deux aujourd'hui entre l'Europe du Nord et les pays du Sud. On le voit bien ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a de nombreuses manifestations dans beaucoup de pays, en Grèce, au Portugal, en Espagne, à Chypre. Cette Europe coupée en deux, c'est l'un des problèmes aujourd'hui du moteur de l'Union européenne? Oui, nous avons toujours dit, nous, gaullistes ou souverainistes, que l'Europe était une carte à ne pas gâcher. Bon. Et nous l'avons gâché parce que je crois que nous avons fait fi de la géopolitique de base, c'est-à-dire les intérêts de l'Allemagne, la conception du monde que l'on peut avoir en Allemagne, à peu forte raison en Suède ou en Pologne, ne coïncident pas avec la conception du monde, les intérêts, les méthodes de gouvernement de la Grèce, de l'Espagne, des pays méditerranéens. Il y a cette coupure rhénane qui est très importante, qui est en train de ressurgir. Mais pardon de me citer, j'avais consacré un ouvrage en 97 à cette coupure européenne autour du Rhin, et je pensais que ça empêchait de faire ce que veut faire la Commission, la Cour européenne de justice, etc., toutes ces institutions qui vivent sur l'idée d'un super État qui surplombe tous les autres et qui les mélange, eh bien, c'est impossible parce qu'ils sont irréductibles les uns aux autres. Voilà, entre le Nord et le Sud, entre le Rhin, je crois que c'est ça la vraie frontière, elle est latine d'ailleurs, elle est romaine, elle a des millénaires en réalité, il n'y a pas de compatibilité. Guillaume Clossat, est-ce que le porte-parole de cette Europe du Sud, de cette autre Europe, peut être le nouveau président du Conseil italien, Enrico Letta? Est-ce qu'il peut être le contrepoids à Angela Merkel et à la politique d'austérité? Je ne dirais pas qu'il peut être un contrepoids. D'abord, il y a plusieurs choses. Sur l'austérité, Angela Merkel le surjoue, elle surjoue son pouvoir. Parce que si vous regardez les politiques d'austérité mises en place, par exemple au Portugal, le Premier ministre portugais est allé bien au-delà de ce que lui demandait l'Allemagne et ce que demandait la Commission européenne. Et donc, Merkel, parce qu'elle a une opposition interne au sein de la CDU, très souverainiste, etc., veut montrer qu'elle tient le jeu. Mais c'est pas vrai. Elle tient vraiment quand même au sein de l'Union européenne. Non, mais pas tant que ça. Je vais vous donner un exemple. L'Union bancaire, elle n'en voulait pas. Elle a cédé. Et l'Union bancaire sera mise en œuvre d'ici la fin de l'année. Et je peux vous donner 10 exemples où l'Allemagne, le mécanisme de stabilité financière, la chancelière n'en voulait pas, les Allemands n'en voulaient pas, ils ont cédé. Et vous prenez chaque dossier, au départ il y a une hostilité allemande, il y a une proposition française souvent, il y a une guéguerre et on arrive à le mettre en œuvre. Le problème c'est qu'on perd à chaque fois 1 ou 2 ans et ces 1 ou 2 ans font qu'on a l'impression que les Européens ne sont pas capables de gérer la crise. Et pour moi le vrai sujet il est simple, il est politique, il est démocratique. C'est que ce navire européen n'a pas de capitaine. Et quand il n'y a pas de capitaine, il y a quelque chose qui se passe. Et les analyses d'opinion, quand vous regardez les qualitatifs le montrent, c'est que les Européens se disent on est en période de crise, il n'y a personne pour piloter le navire européen, il y a une guéguerre franco-allemande, donc comment puis-je adhérer? Donc il faut que ce soit les citoyens européens qui décident eux-mêmes, qui votent. Il faut qu'il y ait une incarnation politique, il faut qu'il y ait un décideur politique. Ça c'est le propre de cet ovni politique, ça s'appelle l'Union européenne, ça va mal, donc il en faut toujours plus. Attendez, juste continuer à avancer. C'est en rajoutant un chef technocrate qu'on va aller vers cette Europe des peuples. Quand je dis il faut... Attendez, un chef politique, pourquoi pas un chef politique? Quand je dis un chef politique, il faut des élections. S'il est soutenu par des mouvements sociaux, par une vraie opinion publique européenne. S'il y a une élection, c'est
l'occasion de le faire. Mais juste un détail important. Président de l'Union européenne. Juste un détail avec important. Campagne. On parle de désaffection. Pardonnez-moi. Parfois, il faut relativiser. Juste un élément. On parle de désaffection. Vous voulez dire, oui. On parle de désaffection vis-à-vis des institutions européennes. Mais si vous regardez la désaffection vis-à-vis du politique national et du politique local, elle est très forte. Et vous voyez même que dans des pays qui sont des grandes puissances et qui ne sont pas européennes, il y a aussi une désaffection vis-à-vis du politique. Donc je pense qu'il y a un sujet aussi, c'est qu'on doit réinventer le politique avec des populations qui sont de mieux en mieux formées et qui ont une exigence de participation qui ne se limite pas au vote. Il n'y a pas de désaffection, il y a un dégoût des peuples vis-à-vis d'hommes politiques locaux, nationaux, en Europe et ailleurs. Messieurs, Aurélie Trouvé à la parole, je vous en prie. Je voudrais revenir à la question, si vous voulez, de l'Allemagne, parce qu'en même temps, je pense qu'il faut faire attention au haro sur l'Allemagne, parce que, par ailleurs, le gouvernement français, à mon avis, a des responsabilités dans cette affaire. Il aurait pu être, le gouvernement et François Hollande en étant élu, quelqu'un qui porte quelqu'un et un gouvernement qui porte l'idée d'une autre Europe. Or, ce n'est pas ce qui a été fait, puisqu'il a signé le pacte budgétaire qui renforce les contraintes du déficit budgétaire et les politiques d'austérité au bout de quelques mois après l'élection, parce que également il n'a pas montré l'exemple en termes de régulation de la finance. La preuve en est de cette non-réforme bancaire qui a été proposée et votée il y a quelques mois et qui, suivant l'avis de nombreux experts ou de nombreuses ONG européennes, tire vers le bas, au contraire, les projets qu'il y avait sur la table au niveau européen. Mais l'Allemagne n'en veut pas, contrairement à ce que dit Guillaume Closard, c'est l'Allemagne qui mène le bal. Non, justement, la France aurait pu, en tout cas la France manque de courage politique. Elle aurait très bien pu chercher avant tout des alliances auprès des... Oui, la France Pardon, vous avez raison. Il ne faut pas confondre la France et le gouvernement et ce qu'il choisit. Et je suis tout à fait d'accord que le gouvernement aurait pu avoir une vraie volonté politique d'aller vers une autre Europe. Et vu les votes qu'il a fait, vu ce qu'il a choisi de faire, nous ne sommes pas dans cette trajectoire. Et je vous dis, la réforme bancaire, pour moi, est une catastrophe parce qu'elle est en dessous de ce qui était mis sur la table. Alors, moi j'étais très sévère par rapport au gouvernement. J'ai critiqué le budget européen, que je trouvais insuffisant. Il est quand même de 60 milliards supérieur à la proposition initiale de Mme Merkel et de M. Sarkozy, et de M. Cameron. On a 60 milliards de plus, et malheureusement, tous les États membres étaient contents. Je veux dire, souveraineté. Bon. Alors, ça c'est un élément qui est... Alors, vous parliez tout à l'heure, tous les gouvernements de connivence. Le temps où vous parliez de réinventer le politique, il va falloir faire vite, parce que dans un an, ce seront les élections européennes, en mai 2014. Paul-Marie Couteau, comment voyez-vous cette échéance électorale? On sait que les élections européennes... Avec beaucoup de confiance et d'appétit, parce que je me rends compte, en parlant à mes concitoyens, que la défiance, c'est même pire que la défiance, je crois. Il y a un début de colère vis-à-vis des institutions européennes qui ne tient pas à ses promesses. Je répète, la promesse de Lisbonne de 2000, je ne parle pas de l'affreux traité de Lisbonne qui a rayé leur nom d'un trait de plume, ce qui est déjà un vrai scandale, parce qu'on a abandonné à la fois, d'ailleurs c'est la même chose, la souveraineté et la démocratie. Bien, déjà ça c'est un motif de colère. Mais sur les élections, c'est quoi? Il y avait des promesses en l'an 2000 consistant à faire de l'Europe le centre de la croissance mondiale. C'est exactement l'inverse. L'Europe, pas simplement l'Europe du Sud, l'ensemble de l'Europe réalise le plus faible score, beaucoup plus faible que l'Afrique, beaucoup plus faible que les États-Unis, le Brésil, le Canada, sans parler de l'Asie. On est vraiment à la traîne. Donc les peuples sont exaspérés d'avoir été trompés. Et j'en vois des signes en France, j'en vois en Grande-Bretagne, je citais notre parti ami UKIP qui arrive à 25% des voix. Dans les pays de l'Est, c'est à peu près l'étiage. En Finlande aussi, des eurosceptiques. Je crois qu'on va envoyer, et j'espère que les Français joueront leur partition et seront à la proue de ce mouvement, il y aura beaucoup de députés eurosceptiques ou souverainistes au Parlement européen, et je pense que c'est une bonne chose pour imposer une réorientation de l'Europe, car cette Europe-là, c'est une carte dont nous avons besoin, que vous gâchez bêtement par la technocratie et l'entêtement, mais nous en avons besoin, et peut-être que les peuples vont reprendre à la faveur de cette élection européenne. Tout à fait, mais il ne faut pas que cette reprise en main par les peuples aille du côté du nationalisme et du fascisme. Et c'est bien pour ça que cette idée d'une autre Europe, il faut la porter haut et fort. Et c'est ce que portent aujourd'hui beaucoup de mouvements sociaux, même en Grèce ou au Portugal, en étant dans cette situation extrêmement compliquée. D'ailleurs, l'Alter Sommet aura lieu à Athènes, en Grèce.
Et pour ça, je pense qu'il faut effectivement une volonté politique très forte d'un certain nombre de gouvernements et donc des résistances nationales. Attendez, le dernier mot, s'il vous plaît. On a la chance de politiser l'Europe, c'est-à-dire que pour la première fois, les élections européennes peuvent avoir un enjeu, c'est la désignation du président de la Commission européenne avec des vrais candidats, des vrais programmes et une vraie campagne. Si c'est pour faire des politiques d'austérité, choisissez votre candidat, soutenez votre candidat. Enfin, écoutez, on a déjà dit ça la dernière fois, on a eu droit à Barroso qui était au fond nommé par Washington. Non, Alors